2020, votre quart d'heure américain. Le visage du nouveau président américain sera-t-il dévoilé à la télévision le soir de l'élection du 3 novembre ? Pas sûr. Ils pensent qu'ils vont envoyer des centaines de millions de bulletins de vote à travers tous les États-Unis et que ça va marcher. On ne connaîtra pas les résultats des élections avant des semaines, des mois, voire des années. Peut-être qu'on ne saura jamais, et c'est ça qui m'inquiète. Donald Trump n'a pas totalement tort. En raison de la pandémie de coronavirus, le vote par correspondance va connaître un succès fulgurant cette année et la Poste américaine a déjà prévenu les électeurs. Si vous prévoyez de voter par courrier, anticipez. Elle a aussi averti qu'elle pourrait ne pas réussir à acheminer tous les bulletins de vote à temps pour être comptés. Vous écoutez bien 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Je suis Antoine Boyer, bienvenue. Et il y a un endroit où le décompte des bulletins va être particulièrement scruté, c'est le Michigan. Le Michigan, c'est un swing state, vous savez, un de ces États pivots qui décident du sort de l'élection. En 2016, Donald Trump a remporté d'un cheveu cet État bastion de l'automobile. Alors le 3 novembre au soir, les équipes des campagnes républicaines et démocrates vont guetter avec anxiété les écrans de télévision pour voir des premiers résultats qui pourraient ne pas arriver. Début août, lors des primaires dans le Michigan, un des comtés de l'État a enregistré près de 80% de votes par correspondance contre près de 35% en 2016. Une hausse qui s'explique en partie par le passage d'une loi récente qui a facilité ce vote par courrier, mais pour Barb Byram, élue de ce comté d'Ingham, cela donne clairement une idée de ce qu'il pourrait se passer en novembre. Je m'attends à ce que peu d'électeurs viennent voter en personne. Nos bureaux de vote seront tous ouverts, comme d'habitude, mais je pense que la plupart des gens vont choisir la façon de voter la plus sûre, c'est-à-dire le vote par correspondance. Donc nous nous attendons à terminer la soirée très tard, le jour de l'élection, parce que le Parlement local n'a pas offert aux greffiers la possibilité de commencer à traiter ces bulletins en avance. La soirée sera sûrement très longue, car les greffiers locaux seront probablement encore en train de compter ces bulletins après la fermeture des bureaux de vote. Et par conséquent, nous ne connaîtrons probablement pas les premiers résultats à la même heure que les années précédentes. Et parfois, le vote par correspondance réserve quelques surprises. Lors de la primaire du 3 août, 275 bulletins de vote du comté d'Ingham n'ont pas été comptabilisés car ils n'ont pas été reçus à temps par les greffiers locaux, c'est-à-dire avant que les bureaux de vote ferment. Et c'est épouvantable. La loi électorale du Michigan exige l'arrivée de ces bulletins avant la fermeture des bureaux de vote le jour de l'élection. Et ce n'est pas forcément le cas dans tous les États. Et il n'y a rien de plus triste pour un responsable d'élection de recevoir un bulletin après la fermeture des bureaux. People are very concerned about the US postal system right now. Il y a beaucoup d'inquiétudes concernant la poste américaine et sa capacité à distribuer les bulletins de vote à temps, même si les électeurs les renvoient dans les 2 semaines comme nous le suggérons. Les électeurs sont très inquiets et donc il y a beaucoup de greffiers locaux qui ont installé des boîtes à bulletins, mais tout le monde n'a pas accès au transport pour venir déposer un bulletin dans ces boîtes. Donc nous réfléchissons à des moyens d'aider les électeurs pour s'assurer qu'ils puissent exercer leur droit de vote. Pour faire face au risque de couac le jour de l'élection et éviter un ralentissement dans la distribution du courrier, le Parti démocrate a fait voter à la Chambre des représentants un plan de 25 milliards de dollars d'aide à la poste. Mais aucune chance de voir ce texte adopté par le Sénat aux mains des républicains. Au cœur du bras de fer entre les deux partis, évidemment, on retrouve l'extension du vote par correspondance. Le leader de facto du Parti républicain, Donald Trump, s'y oppose. Ils n'ont pas le budget pour assurer un vote par correspondance universelle. Ça va être l'élection la plus truquée de l'histoire. Cela sera la plus grande fraude jamais mise en place, à part peut-être quand ils ont espionné ma campagne. Il faut savoir que le président américain vote à distance, lui qui est enregistré en Floride mais vit à Washington. Alors pourquoi le locataire de la Maison-Blanche lit-il sans preuve vote par correspondance et fraude ? Eh bien la réponse est simple, Donald Trump
Trump craint une forte mobilisation de l'électorat démocrate avec un vote par correspondance massif et généralisé. Il tire sûrement sa stratégie d'une lecture attentive des sondages. Les démocrates interrogés affirment en majorité qu'ils voteront à distance, alors que les républicains, eux, préfèrent se rendre dans un bureau de vote. Nous sommes le 3 novembre 2020, jour d'élection aux États-Unis. Vous regardez la télévision américaine et là, 3 scénarios possibles. Premier scénario. Il est 2h du matin dans la nuit du 3 au 4 novembre. Les chaînes de télévision américaines déclarent Joe Biden vainqueur. Le nouveau président élu des États-Unis a fait la différence grâce à la mobilisation de l'électorat noir, des femmes blanches, des électeurs âgés. Le vote s'est déroulé dans le respect des mesures sanitaires strictes liées à l'épidémie du Covid-19. Beaucoup d'Américains, cette année, ont choisi le vote par correspondance. Ils ont pris leurs précautions et, à la demande de la poste américaine, ont envoyé leur bulletin plusieurs semaines avant le scrutin. Pas de couac majeur, Donald Trump reconnaît sa défaite sur Twitter. Hypothèse numéro 2. C'est une victoire éclatante de Donald Trump, un retournement de situation. Le président réélu laisse éclater sa joie à coups de tweets triomphants. Certes, les sondages montraient une remontée progressive du candidat républicain ces dernières semaines. Il avait notamment impressionné lors des débats télévisés face à son adversaire démocrate Joe Biden. Mais sa victoire reste une surprise, comme en 2016. Sa stratégie de la loi et l'ordre a fonctionné face à un Joe Biden qui l'a montré du doigt comme étant le cheval de Troie du socialisme, le complice des anarchistes. Troisième scénario. Il est 3h du matin et la nuit s'annonce encore longue. Les journalistes se servent une énième tasse de café, les derniers téléspectateurs sentent leurs paupières se fermer et beaucoup sont déjà au lit. On ne connaît toujours pas le nom du nouveau président américain. Certaines chaînes de télé l'assurent, compter les bulletins envoyés par la poste va prendre une éternité. 3h05, Donald Trump revendique la victoire dans un tweet. Il est largement en tête à ce stade, notamment dans les swing states de Pennsylvanie et du Michigan. La raison ? Les électeurs républicains se sont déplacés en masse dans les bureaux de vote. Mais Joe Biden nie la défaite. Il attendra le temps qu'il faudra que tous les bulletins soient comptés. Les tensions qui ont divisé le pays pendant 4 ans s'intensifient brutalement. Les manifestations se multiplient avec d'un côté les supporters pro-Trump excédés, de l'autre les électeurs démocrates inquiets. Et puis les résultats définitifs sont annoncés. Joe Biden l'emporte d'une courte tête. Donald Trump fulmine, il exige de tout recompter, crie à la corruption et dénonce une élection volée. Rendez-vous devant la Cour suprême. Ce dernier scénario d'une élection où le vainqueur n'est pas déclaré le soir même s'est déjà produit avec un décor et des personnages différents. Rappelez-vous, c'était en 2000 le duel Al Gore-George W. Bush. This is Chris Lehane. Je m'appelle Chris Lehane, j'étais le porte-parole du vice-président Al Gore pendant la campagne présidentielle de 2000. Et d'ailleurs, c'est Al Gore qui a gagné. L'ancien porte-parole d'Al Gore était à Nashville, dans le Tennessee, aux côtés du vice-président, le 7 novembre 2000, jour de vote en Amérique. Il se souvient d'un moment en particulier. I had the privilege of being in the room with the vice president. J'ai eu le privilège d'être dans la salle où le vice-président, sa famille proche et une poignée d'autres conseillers regardaient les résultats. Et il y a un moment où, et j'ai oublié l'heure exacte, Al Gore était donné gagnant et la Floride était remportée par Gore. The election was effectively called for Gore. Florida had been declared, for Gore. CNN announces that we call Florida in the Al Gore column. This is a state both campaigns desperately wanted to win. Lors de la présidentielle de 2000, c'est la Floride qui fut au centre de toute l'attention et décida du résultat final du scrutin. I just remember there's photos of this, us jumping up and down. Et je me souviens, il y a des photos d'ailleurs, on sautait de joie, on se prenait dans les bras. Je pense que je l'ai appelé Monsieur le Président ou Président élu, au lieu de Monsieur le Vice-président. Et puis quelques minutes plus tard, la chaîne d'infos s'est ravisée au sujet de la Floride. Florida. Stand by. CNN right now is moving
our earlier declaration of Florida back to the too close to call column. Et puis un peu après, ils ont finalement annoncé que la Floride était partie dans une autre direction et que le gouverneur Bush était finalement le président élu. George Bush, governor of Texas, will become the 43rd president of the United States. Donc on est vraiment passé en un très court instant de saut en l'air, d'embrassades, de larmes de joie à des larmes de douleur et de tristesse. Ultimately into tears of pain and tears of sorrow in a very short time period. Al Gore prend son téléphone et appelle le gouverneur Bush pour lui annoncer qu'il va reconnaître sa défaite. Chris Lehane retourne dans sa chambre d'hôtel avec sa fiancée, triste, la mine défaite. Mais on toque ensuite à sa porte. Rien n'est perdu, lui dit-on. We were just in the process of making our way to where the rally had been scheduled and held. There was a big Nous étions en train de partir pour aller dans ce grand parc à Nashville où le meeting était prévu. Je crois que c'est Michael Feldman qui s'est dirigé vers la limousine du vice-président pour lui dire « Hey, nous recevons des informations différentes du terrain en Floride et par conséquent, votre discours ne peut pas être un discours signifiant votre défaite. » Le convoi du candidat démocrate arrive dans ce grand parc de Nashville. Finalement, le vice-président Al Gore prend son téléphone et appelle le gouverneur Bush et lui dit « Vous savez, on ne va pas reconnaître notre défaite. » Bill Daly, le directeur de campagne, se dirige alors vers la foule pour dire que de nouvelles informations arrivent depuis la Floride et que nous n'allons pas nous considérer comme perdants, que les votes doivent être comptés jusqu'au bout. But this race is simply too close to call. And until the recount is concluded and the results of Florida become official, our campaign continues. L'équipe d'Al Gore décide alors de se focaliser sur le recomptage des voix dans quelques comtés de Floride, là où il y a des soupçons d'irrégularité. Mais quelques semaines plus tard, le 12 décembre, la Cour suprême décide de mettre fin au recours. À une courte majorité, la Cour justifie sa décision par manque de temps. La date limite pour communiquer la liste des grands électeurs de Floride et des autres États expire quelques heures plus tard. Cet arrêt historique et polémique permet donc l'élection de George W. Bush. Et je reçois ce qu'on appellerait aujourd'hui un SMS, mais c'était vraiment un email sur un appareil que personne n'a plus aujourd'hui, un BlackBerry. Et c'était un message très sommaire du vice-président qui disait « Ne dénigrez pas la Cour suprême ». George W. Bush est élu 43e président des États-Unis. Al Gore a perdu l'élection à 537 voix près en Floride, même s'il a obtenu dans l'ensemble du pays plus de voix que son adversaire républicain. Il reconnaît sa défaite le 13 décembre 2000. Sans écarter et sans sous-estimer les convictions qui nous opposent, il y a un devoir plus sacré que celui dû à notre parti politique. C'est l'Amérique, nous privilégions le pays au parti, et nous allons tous ensemble nous ranger derrière notre nouveau président. Le pays avant le parti, dans les États-Unis de 2020, désunis, la question se pose. 20 ans plus tard, les démocrates ont du mal à dormir sur leurs deux oreilles à l'approche du 3 novembre. Can you give a direct answer? You will accept the election? I have to see. Look, I have to see. No, I'm not going to just say yes. I'm not going to say no, and I didn't last time either. Ce journaliste de Fox News a demandé en juillet à Donald Trump si, en cas de défaite, il accepterait le résultat de l'élection. Le président américain a botté en touche. C'était 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Si vous appréciez nos épisodes, parlez de nous autour de vous. Un grand merci à Laura Hakoun qui a prêté sa voix pour nous décrire à quoi pourrait ressembler notre 3 novembre 2020. Derrière la préparation de ce numéro, il y avait aussi les fidèles Salima Belhadj et Lucie Aubourg, composition musicale Lena Kenkyo. Rendez-vous vendredi prochain pour la suite de cette folle course vers la Maison Blanche, américainement vôtre.